Bonjour à tous. Imaginez vous arrivez dans un nouveau collège. Des inconnus vous saluent, vous tapent sur l'épaule, vous appellent par un prénom qui n'est pas le vôtre. Vous ne les connaissez pas, mais eux semblent vous connaître. C'est exactement ce qui arrive à Bobby en 1980. Et ce malentendu va déclencher l'une des histoires les plus folles et les plus troublantes que vous n'ayez jamais entendues. À l'automne 1980, Robert Safran, surnommé Bobby pour tout le monde, fait sa rentrée au Sullivan County Community College, à 2 heures de New York. Il arrive sur le campus et quelque chose d'étrange se produit. Des étudiants qu'il n'a jamais vus viennent le saluer, ils lui tapent sur l'épaule, il l'appelle Eddie et lui parle comme s'il le connaissait. Bobby ne comprend rien, il ne connaît aucun Eddie. Rapidement, un ami, Michael Donitz, lui explique qu'un certain Eddie Gallant était dans ce même collège l'année précédente, que c'est un garçon très populaire et qui lui ressemble physiquement de façon troublante. Michael lui pose la question qui va tout changer. « As-tu été adopté ?» Bobby répond oui. « Ta date de naissance, c'est le 12 juillet 1961 ?» Bobby répond encore oui. Les deux amis se regardent et alors ils comprennent qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire. Ils prennent la voiture en pleine nuit pour rejoindre Long Island, là où habite Eddie. Bobby racontera même plus tard qu'il portait des lunettes de soleil à 2 heures du matin, roulait bien trop vite et que la police les a arrêtés en chemin. Ils arrivent devant la maison, Bobby frappe à la porte et c'est Eddie qui ouvre. Et là, les deux jeunes hommes se regardent et découvrent qu'ils ont la même coupe de cheveux, la même couleur des yeux, le même sourire et presque le même visage. Et c'est plus tard qu'ils découvriront qu'ils ont aussi la même tâche de naissance. Ce sont deux inconnus qui se voient pour la première fois et qui se reconnaissent. Suite à leur rencontre, ils font des tests d'analyse qui confirment ce qu'ils pressentent déjà. Ils sont jumeaux. La presse locale s'empare immédiatement de l'histoire et les jumeaux font déjà la une de nombreux journaux. Au même moment, pas très loin des jumeaux, se trouve David Kellman, un étudiant de première année au Queens College. Un ami lui montre le journal qui parle de ces deux jumeaux réunis. David regarde la photo et quelque chose le trouble profondément. Ils se ressemblent exactement, il se dit que ça doit être une coïncidence. Mais son ami insiste. David regarde les plusieurs articles et il découvre que lui aussi est né ce même jour, le 12 juillet, et que lui aussi a été adopté. David veut absolument les rencontrer. Il trouve alors le numéro de téléphone fixe de la maison d'Eddie et appelle. C'est la mère d'Eddie qui décroche et elle n'en revient pas. Dans la nuit, David et sa famille prennent la route en direction de la maison d'Eddie. Et quand David se retrouve face à Eddie pour la première fois, la scène est tellement irréelle qu'il ouvrira et fermera la porte à plusieurs reprises, comme pour s'assurer qu'il ne rêvait pas. Très rapidement, de nouveaux tests sont réalisés et révèlent alors ce que personne n'avait encore imaginé. Ils ne sont pas deux, mais ils sont trois, des triplés. Bobby est né en premier, puis David, puis Eddie, en moins de 27 minutes. L'histoire explose dans les médias, nationalement, puis très vite traverse les frontières. The trio became a media sensation. David, let's begin with you. Which one's David? I keep forgetting. You guys have been on the front page of every newspaper in the world. True. Les triplés enchaînent les plateaux télé, les interviews, et ils apparaissent même dans le film Recherche Suzanne désespérément, aux côtés de Madonna. Ils ont 19 ans, ils découvrent qu'ils partagent les mêmes centres d'intérêt, les mêmes expressions, les mêmes habitudes, ils fument tous des Marlboro et ils pratiquent tous la lutte. Très naturellement, les frères décident d'emménager ensemble dans un appartement à New York. Et les anecdotes cocasses ne manquent pas. Un jour, Eddie a une appendicite, mais problème, il n'a pas d'assurance santé. Et aux États-Unis, la santé, ça peut vite coûter cher. Alors il décide d'utiliser l'assurance de son frère. Par la suite, ils décident d'aller encore plus loin et ouvrent un restaurant ensemble, qu'ils appellent sobrement Triplets. Mais les désaccords sur la gestion creusent un fossé. Bobby se retire en premier, puis Eddie. David essaiera de tenir le restaurant à flot seul pendant 5 ans avant de fermer et de se reconvertir dans les assurances. Derrière la célébrité et les rires, une question ronge tout le monde depuis le début. Pourquoi les avoir séparés ? Les parents veulent des réponses. Ils contactent l'agence par laquelle ils sont passés pour l'adoption, la Louise Wise Services, une agence réputée spécialisée dans les adoptions pour les familles juives. La réponse est vague, presque désinvolte. Il est plus facile de placer un enfant seul que des triplés, c'est tout. Mais les parents se souviennent. Dans les premiers mois suivant l'adoption, chacun de leurs enfants présentait des petits troubles étranges.
Il se cognait contre les barreaux du lit, il pleurait sans raison apparente. Des comportements qui, rétrospectivement, pourraient s'expliquer par un choc d'une séparation brutale. Personne ne leur a rien dit et personne ne leur a demandé leur avis. C'est en 1995 que l'affaire prend un tournant majeur. Un journaliste du New Yorker, Lawrence Wright, travaille sur une série d'articles consacrés aux jumeaux. Il rassemble différentes études et en lit une sur des jumelles identiques séparées à la naissance, appelées Amy et Beth. L'auteur de cette étude est un professeur en psychiatrie de l'Université de New York, Peter Neubauer. Ce professeur avait une obsession, percer le mystère de l'inné et de l'acquis. C'est l'une des plus vieilles questions de la psychologie. Est-ce que l'on naît comme on est ou est-ce qu'on le devient ? Qu'est-ce qui fait de nous ce que nous sommes ? Est-ce programmé dans nos gènes ? La couleur des yeux, la taille, la prédisposition à certaines maladies ou à notre environnement, la famille, l'endroit où l'on grandit, les traumatismes ou encore les rencontres. Wright tente d'interviewer Neubauer à propos de cette étude, mais celui-ci reste beaucoup trop évasif. C'est alors que la co-autrice de l'étude, Viola Bernard, qui en expliquant la complexité de celle-ci, avoue que les triplets en faisaient partie. L'autre point troublant, les enfants cités dans cette étude venaient toujours de la même agence d'adoption, la Louise Wise Services. Ils avaient besoin de sujets d'études parfaits, des jumeaux, des triplés, génétiquement identiques, mais élevés séparément car adoptés. Et l'agence Louise Wise les leur avait fournis sans jamais en informer les familles. Wright décide alors de prendre contact avec les triplés. Et là, les connexions se font. Maintenant que vous savez ça, repensez à leur enfance. Les garçons ont grandi dans un périmètre pas très éloigné les uns des autres. Bobby grandissait dans une famille aisée à Scardale, au nord de Manhattan. Un père médecin, une mère avocate, un foyer calme et formel. David, lui, grandissait à Howard Beach, dans le Queens, dans une famille d'immigrés de première génération, avec un père épicier surnommé Bubala, connu pour sa chaleur humaine et débordante. Et Eddie, lui, grandissait à Long Island, dans une famille de classe moyenne avec des parents enseignants et un père perçu comme particulièrement froid et strict. C'est d'ailleurs Eddie qui aura l'enfance la plus difficile des trois. Et ce détail aura son importance. Dans les familles, il y avait aussi un point commun troublant. Tous avaient une sœur de 2 ans de plus qu'eux. 3 milieux, 3 ambiances, 3 éducations radicalement différentes. Ce n'était pas un hasard. Et pendant toute leur enfance, 1 à 2 fois par an, des agents envoyés soi-disant par l'agence venaient sonner à leur porte. La raison donnée aux familles ? Observer le développement d'un enfant adopté. Ces visiteurs faisaient passer aux enfants des tests de QI, des séquences de chiffres, de lettres, de mots. Ils les filmaient avec des caméras Super 8 à la maison, dans la rue ou même encore à vélo. Des années plus tard, quand les triplés apprendront l'existence de ces vidéos, ils y verront quelque chose de bouleversant. Leurs frères qu'ils n'avaient jamais rencontrés faire exactement les mêmes gestes qu'eux devant la caméra. Ils n'étaient pas simplement observés, ils étaient des cobayes et toute leur famille avec eux. Les parents de Bobby, David et Eddie confrontent l'agence Louise Wise. Ils arrivent accompagnés d'un avocat et exigent des réponses. Est-ce que nos enfants faisaient partie de l'étude ? L'agence répond oui. Est-ce que cette étude a été publiée ? Est-ce qu'il y a des archives ? L'agence répond non. Les familles n'auront pas plus de détails ni de réponses. En partant, le père de Bobby réalise qu'il a oublié son parapluie dans la salle de réunion. Il retourne le chercher et derrière la porte, il trouve les équipes de l'agence en train de déboucher du champagne et de trinquer. Troublant, non ? Les triplés apprendront aussi lors de leur propre recherche à la bibliothèque publique de New York la vérité sur leur mère biologique. Une jeune lycéenne non mariée tombée enceinte le soir de sa fête de promo. Ils ne la rencontreront qu'une seule fois et surtout, ils découvrent quelque chose de dévastateur. Les 3 avaient été placés dans un établissement psychiatrique entre 15 et 17 ans. L'étude ne les avait pas simplement observés, mais elle avait peut-être contribué à les briser. Eddie était celui qui avait eu l'enfance la plus difficile. Le père le plus froid, le cadre le plus strict et les problèmes de santé mentale qui avaient touché les 3 frères se sont manifestés de façon bien plus grave chez lui, jusqu'à ce qu'il soit déclaré bipolaire. En 1995, Eddie Galland met fin à ses jours. Il avait 33 ans. Pour Bobby et David, la mort de leur frère laissera une blessure qui ne se refermera jamais vraiment. Ils avaient passé 19 ans à se connaître, ils avaient vécu juste quelques années ensemble, et voilà qu'ils devaient apprendre déjà à vivre sans lui. Peter Neubauer meurt en 2008 sans jamais avoir donné de vraies réponses. L'étude est scellée et elle se trouve à la bibliothèque de Yale.
et le psychiatre a exigé qu'elle ne soit pas rendue accessible avant 2065. Un ancien assistant de Neubauer, agissant de sa propre initiative et non dans le cadre d'une démarche officielle, a transmis quelques pages au triplet. Pas assez pour tout comprendre, mais assez pour découvrir une dernière chose. Bobby, David et Eddie ne sont pas les seuls. Il y aurait entre 4 et 6 paires de jumeaux ou de triplés impliqués dans cette étude, qui ne se sont peut-être jamais retrouvés. Le Conseil juif des services à la famille qui contrôle les dossiers de l'agence a simplement déclaré qu'il regrettait que cette étude ait eu lieu. Aucune explication, aucune excuse officielle et aucune réparation. Quelque part en ce moment, il y a peut-être des gens qui vivent leur vie sans savoir qu'ils ont un jumeau, un frère ou une sœur, et devront attendre 2065 pour peut-être avoir des réponses. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter ou la partager autour de vous. Et si vous voulez soutenir la chaîne, j'ai ouvert une page Buy Me a Coffee, le lien est en description. Et en attendant la prochaine vidéo, dites-moi, qu'est-ce qui vous a le plus troublé dans cette histoire ? On se donne rendez-vous bientôt.